Une alias story un peu particulière parce qu'ils sont deux aujourd'hui, deux sur une liste électorale, mais ça on en parlera après. Ils habitent tous les deux à Ranana. Ils se voient pratiquement tous les jours depuis que leur engagement en politique les a réunis. Ils étaient copains dans la vie, ils sont maintenant sur notre plateau. On est ravis de les accueillir. Alors je vous présente à ma gauche, Laurent Ayache. Bonjour, enchanté. Bonjour Laurent, enchanté. Donc vous êtes en Israël depuis 22 ans. Tout à fait. Et à Ranana depuis 22 ans. Ok, donc c'est une histoire d'amour avec la ville. En fait, à l'époque, il y a 22 ans, vous imaginez que Ranana n'avait pas le même succès qu'aujourd'hui. Ah, ça c'est sûr. Et quand on disait à notre famille à Paris, où vous allez, on part à Ranana, les gens nous disaient Ranana quoi ? C'était la première question. À l'époque, Ranana n'était pas connu. Et en fait, on voulait être à côté d'Herzliya, qui était un peu plus connu. On avait de la famille à Herzliya. Étant un peu plus jeune, il était important pour nous d'être dans un Merkaz Klita. Et le Merkaz Klita le plus proche d'Herzliya était Ranana, qui était à l'époque très peu connu des francophones. Ouais, mais donc c'était une occasion, en tout cas, de commencer du bon pied avec des loyers modérés. C'était une belle opportunité pour vous. Merkaz Klita, qui existe toujours, il a été rénové ou pas encore ? Toujours pas. Bon, on en parlera plus tard. Alors, avec vous, vous nous avez amené notre cher David Tibi, bien connu de Kalita. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, dire que vous êtes en Israël depuis 4 ans, tout le monde le sait. Que vous êtes dentiste, tout le monde le sait. Je ne sais pas ce qu'on va apprendre à nos auditeurs, mais je suis sûre qu'on va leur montrer d'autres facettes de vous. Vous avez bien sûr travaillé avec Kalita et toutes les associations pour annuler, en tout cas, l'examen des dentistes qui avaient 5 ans d'expérience en France. Alors, où vous en êtes ? Aujourd'hui, grâce à Dieu, après avoir participé à vote de la loi sur les dentistes, j'ai quand même passé l'examen et donc j'ai réussi. Et donc j'exerce aujourd'hui, j'ai mon cabinet à Ranana et je travaille dans un autre cabinet à Hadera et j'ai des vacations de chirurgie à Bnei Brak. Bon, on est content parce qu'on sait qu'à un moment, vous étiez tellement désespéré, vous étiez mis à ouvrir une rôtisserie. Oui, tout à fait. N'ayant pas mon Ishour et j'avais besoin et envie de travailler, étant un gourmand, et j'ai décidé d'ouvrir un restaurant. C'est une expérience formidable. Donc pendant quelques mois, j'ai été rôtisseur. On préfère savoir que vous êtes dentiste aujourd'hui. Oui, c'est très sympa aussi. J'ai vécu des bons moments. Ok, alors vous êtes là depuis 4 ans, vous êtes là depuis 22 ans. On va essayer de faire les choses un peu en duo. Pourquoi vous êtes venus tous les deux ? Ayant fréquenté depuis très tôt, depuis ma tendre jeunesse, les écoles religieuses à Paris, j'ai toujours eu ce côté un petit peu, mes parents, et à l'école, communautaire et sionisme. C'est-à-dire que venir en Israël, c'était un but en soi. Et après 2 ans de mariage et avant le premier anniversaire de mon garçon, on est arrivé un 16 octobre. Il a fêté ses 1 an le 18 octobre, 2 jours plus tard. Il était naturel pour nous de commencer notre vie de couple en Israël. Donc on est arrivé assez tôt, j'avais 25 ans à l'époque, venir assez tôt en Israël. Avec votre diplôme d'opticien en poche. Voilà, tout à fait. Et avec quelques années d'expérience, j'avais déjà 2-3 années d'expérience en France. Et donc on est venu avec un petit bébé de 1 an et on a été très bien accueillis à Ranana. Il y avait déjà à l'époque un petit noyau de francophones qui nous a accueillis, qui nous a aidés. Et aujourd'hui, à l'époque, c'était des connaissances, des amis, etc. Et aujourd'hui, c'est une vraie famille. Mmh. Et c'est des gens, 22 ans après, qui font partie de n'importe quoi. Voilà, c'est de la famille. C'est la famille. Ouais, c'est mieux que la famille, même parfois. Tout à fait. Et vous, David ? Bien, écoutez, moi, quelque part, j'ai été programmé depuis ma naissance, il y a 49 ans. Ma maman est assez connue, elle s'appelle Gladys Tibi. Elle œuvre énormément pour Tzahal. Et donc, moi, j'ai vécu toute ma vie dans un centre communautaire qui était notre appartement, qui était en fin de compte le siège du Libi France. Je vivais entre des cartons d'invitation et le fax qui se trouvait sous le lit de mes parents parce que, en fin de compte, cette belle association, c'était un dynamisme incroyable. Donc, j'ai toujours vécu à l'heure d'Israël, à l'heure de Tzahal.
Et naturellement, ça m'a conduit vers les mouvements de jeunesse sionistes. Et puis après, j'ai évolué. J'ai été élu au Consistoire de Paris. J'ai travaillé avec Joël Mergui pendant de nombreuses années. J'étais président des communautés d'Île-de-France et beaucoup d'autres choses. Et donc, il était naturel pour moi, après avoir fini mon mandat au Consistoire et dans toutes les associations françaises, de venir en Israël et de réaliser le rêve sioniste et d'y faire grandir mes enfants. D'accord, ok, c'est maman qui a dû être contente. Ravi. J'imagine. Bon, alors justement, tous les deux, vous êtes, ça dépend, vous savez qu'on a beaucoup de profils différents qui se racontent ici et qui nous expliquent quelles ont été leurs motivations. Vous tous les deux, vous avez toujours été sionistes, vous avez baigné dans une atmosphère où Israël était au cœur de vos vies. Est-ce qu'il y a un choc quand on arrive ici entre ce qu'on a fantasmé, ce pourquoi on a aidé, lutté de loin, et quand on arrive ici, un peu seul, forcément. Est-ce que c'est une réalité qui est difficile à appréhender, ou en tout cas inconnue ? Alors, il y a deux aspects. Oui, effectivement, il y a un choc parce que on ne se prépare pas à tout. Alors, effectivement, moi, je me suis confronté à une réalité professionnelle qui a été un petit peu douloureuse et difficile au départ. À laquelle on s'est attelé et qu'on a surmonté. Mon épouse est médecin, elle aussi ça a été un petit peu difficile pour faire reconnaître son diplôme de médecin, mais grâce à Dieu, au bout d'un certain moment, quand on s'accroche, on y arrive en Israël. Il faut jamais, c'est un message qu'il faut transmettre, il faut jamais perdre espoir. Lorsqu'on est ici, il y a des moments, on passe des moments difficiles, l'Aliyah c'est un choc, mais effectivement, on y arrive. Et puis, non, il y a aussi le côté fantasmé, mais qui est une réalité. Vivre en Israël, c'est vivre les rêves qu'on a eus pendant toute notre vie en diaspora. Quoi, par exemple ? Je vais vous donner un exemple, pas plus tard que vendredi soir. On vit dans une ville un petit peu particulière, qui est Ra'anana, qui est une ville qui est quand même assez, entre guillemets, religieuse, où on peut vivre un judaïsme très épanoui. Je marchais dans la rue vendredi soir, nous étions invités chez des amis. Cette atmosphère du Shabbat est quelque chose dont on rêvait lorsqu'on était à Paris. Nous la vivons au quotidien, et ça n'a pas de prix, ça vaut tous les sacrifices du monde. D'autre part, le fait de pouvoir se dire, eh bien, nous habitons à Ra'anana, qui est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de Jérusalem. Eh bien, ce soir, nous allons passer un moment à Jérusalem, nous allons aller au Kotel, etc. C'est un rêve, c'est devenu une réalité. Donc voilà, c'est un mélange, un doux mélange entre une difficulté qui peut être rencontrée lors de l'intégration et le rêve réalisé des projets de Galoute. Quand on a des difficultés comme ça, comme vous avez eu, vous, parce que vous avez voyagé, vous avez fait un peu l'Aliyah Bohème pendant 1 an, vous aviez encore votre cabinet en France, et puis alors que vous êtes battu pour tous les dentistes, vous avez vu devant vous se fermer les portes, pour X raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est des détails techniques, etc. Mais bon, comment on trouve la force de continuer ? Est-ce qu'on est un peu écœuré ? Est-ce que vous êtes passé par toutes les phases de l'arc-en-ciel ? Oui, effectivement, il y a des moments de doute, clairement. Il y a des moments de doute, mais les raisons qui nous ont fait venir étaient toujours valables. Même s'il y a des moments de difficulté, on a toujours été attachés à Israël quand on était en diaspora. Et l'amour qu'on a pour ce pays, la volonté qu'on a d'y rester, d'y faire grandir nos enfants, était beaucoup plus forte que les difficultés qu'on avait rencontrées. Est-ce qu'il fait écho, ce discours, à ton histoire ? Alors moi, disons que j'ai pas tout à fait la même histoire pour 2 raisons. Premièrement, l'âge à laquelle je suis venu. Je suis arrivé jeune, assez jeune, j'avais 25 ans, au début de ma carrière professionnelle, donc j'avais déjà tout à construire. Je n'avais pas construit quelque chose en France que j'ai dû abandonner, que j'ai dû vendre, que j'ai dû... Donc ça a été plus ou moins un peu plus facile au niveau professionnel. De toute façon, j'étais au début de ma carrière. Donc, alors certes, il y avait le problème de la langue, le problème des mentalités à apprendre, mais... Vous parlez l'hébreu ou pas ? Avec votre femme ? Aujourd'hui, non. Non, à l'époque, vous parliez l'hébreu ? Ah non, pas du tout. On parlait pas du tout l'hébreu. Vous lisiez l'hébreu ? Oui, le sidour. On lisait la tfila. Avec les points. Voilà, avec les points. À part ça, non, tout ce qui était journal, etc., c'était quelque chose qui était pas réalisable. Je vais vous raconter après une petite anecdote, ça va vous faire rire. Et donc, nous, on a connu en fait une Aliyah qui était beaucoup... La deuxième point que je voulais dire, beaucoup plus difficile au niveau des outils. C'est-à-dire que je me rappelle quand on voulait appeler la famille au niveau téléphonie, c'était pas les mêmes tarifs, c'était pas la même facilité. Et je me revois cabine téléphonique du Merkaz Klita préparée. On avait un vrai budget carte
de téléphone. Et je me revois avec ma femme. C'était des appels de 5-6 minutes chronométrés et où on échangeait les cartes très rapidement pour pas que ça coupe. Et voilà. Bon, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de WhatsApp. Le lien avec la France était coupé. Est-ce que parce qu'il n'y avait pas de télé non plus en français, il n'y avait pas de câble, il n'y avait pas alors tout justement, ça. Vous m'avez parlé. Mieux alors je vais vous la petite anecdote que je voulais raconter. La télé n'existait pas, tous les programmes télé, etc. n'existaient pas. Et je me rappelle avec ma femme, la télé israélienne existait, bien évidemment. Oui, tout à fait. Mais bon, pas à l'époque, il y avait que 3 chaînes, ouais. si je me rappelle bien. Mais quoi qu'il arrive, on voulait donc regarder des films. Donc, on louait des cassettes vidéo qui étaient en anglais, sous-titrées hébreu. Alors, notre niveau d'anglais, après une scolarité en France... n'était pas au top. Vous avez progressé? Non, depuis oui. Mais je me rappelle qu'on louait la cassette pour 3 jours et il nous fallait 3 soirs pour regarder le film. Et on jouait avec la télécommande, avec la zappette, pour mettre pause, pour arriver à lire toute la phrase. Et donc, il nous fallait 3 soirs pour arriver à voir un film. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de lire couramment l'hébreu. C'est aujourd'hui, tous les matins, je lis le journal. Et aujourd'hui, ces efforts que j'ai faits pour apprendre l'hébreu, aussi bien parler mais écrit, me permettent, comme mes enfants, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé avec un enfant, mais bon, Hachem, vous en avez eu d'autres. J'ai eu 4 autres enfants qui sont nés en Israël. Ma fille, qui a été la première année à être née en Israël, a aujourd'hui 21 ans, et se marie dans 3-4 mois. Donc c'est une sabarite. Voilà. Et donc, quand on avait des lettres de l'école, des aides de devoirs, etc., disons qu'on était capable un petit peu de les aider, même si on a eu et on a connu également des difficultés. Mais disons que cet effort qu'on a fait au début de l'Aliyah nous a permis de surmonter beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que David, et les autres qui font leur Aliyah aujourd'hui, n'ont pas... Comme il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup il y a beaucoup plus d'aides, etc. Français, le lien avec la France ne se coupe plus, il n'est plus rompu, puisqu'on a Internet, on a le téléphone, on a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Alors c'est bien ou c'est pas bien, David Tibi ? De couper le lien avec la France ? Non, justement, de ne pas le couper, puisqu'on a Internet, on a la possibilité de vivre en français aujourd'hui. J'estime que le concept d'intégration est un concept qui n'est pas rigide. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'intégrer dans la société israélienne. Et le premier vecteur d'intégration, c'est la langue, et puis le travail. Mais nous avons une spécificité française, et je considère qu'on peut totalement s'intégrer dans la société israélienne. Apprendre l'hébreu, maîtriser la langue, etc., en la gardant. En gardant sa spécificité. C'est d'ailleurs, moi j'estime aussi que chaque aliyah est une richesse pour le pays. Et c'est un travail qu'on avait fait avec Qualité à l'époque pour essayer de prouver à la société israélienne que nous apportons une richesse supplémentaire. Et petite anecdote, lorsqu'on a mené avec les associations le combat pour la reconnaissance des diplômes, beaucoup d'Israéliens sont venus nous critiquer en disant « mais pourquoi vous faites ça ?» Et j'estimais que c'était un combat sioniste, un combat pour renforcer le pays et pour le rendre plus juste. Donc, c'est une forme d'intégration. Participer à la vie de son pays, aussi bien au niveau de la reconnaissance des diplômes, tous les différents combats politiques ou sociétaux, ou même électoraux, qu'on va aborder plus tard, j'estime que c'est une intégration et c'est un apport que nous devons apporter à la société israélienne. Donc on garde notre culture française avec nos principes et la richesse qu'on a pu acquérir en France pour la donner ici en Israël. Donc c'est un équilibre à trouver en fin de compte. Allez, parlez-moi un petit peu de votre ville, tous les deux, puisque vous habitez Ra'anana et que vous avez l'air de bien aimer cette ville. Alors Ra'anana a une spécificité qui est propre vraiment à Ra'anana et qui ne se trouve pas dans beaucoup d'autres villes israéliennes. Ra'anana est une ville où il y a ce qu'on appelle le statu quo. Qu'est-ce que le statu quo ? Le statu quo, c'est en fait un équilibre entre les religieux et les non-religieux. Les laïcs. C'est qui ne mangent pas kasher, qui ne font pas Shabbat, qui ne sont pas pratiquants. Voilà. Alors en France, en hébreu, ils appellent ça les chilonim. Pour moi, c'est un gros mot. Je préfère dire les religieux et les non, ou les laïcs. Et donc... la rue centrale, qui s'appelle la rue Arouza, les Champs-Élysées de Ra'anana, tous les commerces, la circulation publique, les autobus, etc., tout est interrompu le jour des Shabbat et les fêtes.
Et donc, il y a à Vira, il y a une atmosphère. Une atmosphère le jour du Shabbat où tout simplement la ville s'arrête. Alors, cette atmosphère est appréciée aussi bien pour les religieux que les non-religieux. Même les non-religieux, pour eux, apprécient ce calme le jour de repos, le jour de Shabbat. Et même si eux ne vont pas à la synagogue mais vont à la plage, ils apprécient que plus ou moins la ville, disons, soit calme et tranquille. C'est aujourd'hui quelque chose qui a été possible jusqu'à présent par deux personnes phares de la ville, le Rav de la ville qui est le Rav Peretz depuis plusieurs années, et l'ancien maire qui a été qui a démissionné il y a moins de 6 mois, qui s'appelait Zeev Bielski, et qui a œuvré main dans la main avec le Rav de la ville pour justement garder cette atmosphère. Donc Ra'anana, c'est tout d'abord ceci. Aujourd'hui, Ra'anana, c'est aussi autre chose. C'est une petite ville. Nous comptons 87 000 habitants. Et j'y suis depuis 22 ans. À l'époque, on était peut-être une 50aine de familles françaises. Aujourd'hui, Ra'anana, selon les données de la mairie, il y a 13 000 Français. Donc ça correspond à peu près à 15% de la population. On va compter à peu près encore 10-15% d'anglo-saxons. Donc c'est une ville qui est composée entre 30 à 40% d'olim européens, que ça soit américain, que ça soit... Ça donne une bonne ambiance. Et donc ça donne une bonne ambiance. Et ça montre le niveau culturel, ça montre quoi, le niveau ça de montre vie, le niveau culturel. On parle de Ra'anana comme une ville très chère, comme une ville de plus en plus inaccessible. C'est une ville qui est chère parce que les créateurs et les fondateurs de la ville ont œuvré énormément pour que l'éducation et les écoles soient au sommet des priorités. Et donc le niveau scolaire à Ra'anana a jusqu'à, malheureusement, ces 10 dernières années où ça a commencé à chuter, mais jusqu'à ces 10 dernières années était au sommet de ce qui se faisait en Israël. Et c'est ce qui a attiré toutes les olim venant d'Europe et les anglophones qui cherchaient avant tout pour leurs enfants un niveau d'excellence. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement, David Tibia, Ra'anana ? C'est une très belle ville. Elle est très jeune. Non, elle est vraiment belle. C'est important de sortir de chez soi et de voir un environnement agréable aux yeux. La ville est très bien entretenue. Je crois que c'est aussi une des priorités de la mairie. Les différents services municipaux de voirie sont de très bon niveau. L'éducation, on cherchait, nous, priorité, une éducation de bon niveau et religieuse dans notre ville, ce qu'on a trouvé. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Laurent. Il fait bon vivre dans cette ville. Il fait bon vivre. C'est une petite ville, après avoir vécu 45 ans à Paris. J'avais envie de vivre dans un endroit un petit peu plus confiné, où les gens se connaissent un peu. C'est un grand village, on va dire. Et effectivement, alors on se reproche... Est-ce que les Français restent entre eux ou pas ? Oui, il y a beaucoup de... Malheureusement. Ouais. Je rajouterai malheureusement. Ouais. Même les Français qui sont là depuis longtemps ? Oui, malheureusement. Un peu moins. Un peu moins parce que nous connaissons les voisins, les amis, les gens avec qui on travaille, etc. Donc on a quand même beaucoup d'amis israéliens. Mais disons que c'est vrai qu'on a cette culture de la même façon que les anglophones font la même chose, quoi. Les anglophones restent plus ou moins confinés. Oui, mais nos enfants, je perds pas espoir que nos enfants, eux, seront de véritables Israéliens et arriveront à s'intégrer complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux sur votre parcours, dans ce parcours d'Alia ? Qu'est-ce qui vous manque ? Ou qu'est-ce qui est génial que vous aimeriez conserver ? Moi, je souhaite la réussite de mes enfants, de nos enfants en Israël. C'est la préoccupation numéro 1. Parce qu'effectivement, on a pris un risque en venant, parce que moi j'ai des enfants entre 5 et 20 ans. Alors indifférent, quand ils viennent jeunes, c'est plus facile, parce que la langue est plus accessible et on démarre l'école à ce moment-là. Les plus grands, c'est un risque qu'on prend, les déracines d'un système scolaire et une sorte de long fleuve tranquille qui aurait pu les guider jusqu'à l'université et avoir un métier après avoir fait des études.
Là, on les déracine, on les met quelque part dans une forme d'incertitude. Et alors, on met tout en œuvre, effectivement, pour les aider, faire en sorte... ma fille, aujourd'hui, est rentrée à Bar-Ilan, première rentrée universitaire. Je suis fou de joie, c'est un symbole pour moi très important, très fier. Ouais, très fier. Et on met tout en œuvre. Notre objectif aujourd'hui, c'est la réussite de nos enfants en Israël. Ce projet-là, on l'a fait pour eux. Pour nous aussi, on est heureux d'être là, évidemment. Mais on veut qu'ils grandissent ici, qu'ils fondent des familles en Israël, qu'ils soient des vrais Israéliens et que l'histoire d'Israël continue avec eux. Quoi. À travers vous. Voilà. C'est joli, ça. Vous rejoignez David ? Tout à fait. Moi, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de ma fille. Ma fille se marie avec un garçon d'origine italienne qui a fait son aliyah il y a 6 ans de Rome. Donc, on parle ensemble en hébreu. Okay. Il ne parle pas le français. Et donc, aujourd'hui, je voudrais en fait que ma fille et mon futur gendre restent à Ra'anana, que mes petits-enfants naissent à Ra'anana à côté de nous et qui ne s'enfuient pas comme nous. On a quitté nos parents qui sont restés en France, que nos petits-enfants n'aillent pas dans une autre ville et restent à Ra'anana. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure de la vie chère, de l'inaccessibilité au logement à Ra'anana. Donc aujourd'hui, c'est important de se retrousser les manches pour préparer l'avenir pour nos enfants, pour que nos enfants puissent rester à Ra'anana. Et j'ai mon petit dernier qui a 8 ans et demi et qui a encore toute sa scolarité à faire, comme je vous l'ai dit. En 22 ans que je suis là, le niveau scolaire a malheureusement baissé à Ra'anana. Et il faut absolument que Ra'anana retrouve l'excellence qui le caractérisait jusqu'à présent et qui malheureusement fait défaut aujourd'hui. Bon, alors pour tous ces vœux et tous ces souhaits qui vous animent, vous avez décidé de vous investir en politique et je pense qu'on va faire une émission spéciale avec vous. Vous êtes tous les deux sur une liste en bonne position. Je crois que vous êtes en la 2e ou 3e place. Troisième place, voilà. Et puis vous, un peu plus loin derrière, mais c'est pas mal non plus. Donc on va se quitter comme ça en vous souhaitant bonne chance. Alors sur quelle liste vous êtes, qu'on le sache au moins pour ceux qui veulent vous suivre? Alors la liste aujourd'hui, parce qu'elle a changé, on va l'expliquer pas mal de fois, de nom. Elle s'appelle aujourd'hui à Rishima Amouchedet Adatit, la liste religieuse unifiée. D'accord. Alors, on en parlera dans une autre émission. En tout cas, merci d'être venu, de nous avoir un peu plus fait connaître qui vous étiez. Comme ça, ceux qui auront voté, ils vous connaîtront mieux, tout simplement. À bientôt. Merci. Et בהצלחה. Merci beaucoup. De rien. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.